Bonjour à toutes. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu l'association Femmes et Diversité. Puis, je poserai, je parlerai un petit peu du book club. Et enfin, je poserai la première question. Et l'idée, c'est vraiment que toutes puissent participer. Donc, c'est un cercle de lectrices participatif. Alors, l'idée de ce book club, déjà, Femmes et Diversité, c'est une association qui œuvre pour un changement de regard sur le féminin et la diversité dans notre société, en proposant des outils de communication qu'on réalise et qu'on produit. Donc, on travaille, comme vous le savez peut-être, sur un film documentaire qui s'appelle Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française, qui a pour but de proposer un changement de regard sur la population de culture musulmane en France à travers le prisme des femmes maghrébines, franco-maghrébines. Le deuxième axe, c'est une collection de portraits de femmes inspirantes qui a pour but de proposer des modèles identificatoires accessibles à la jeunesse, mais pas seulement, aussi au monde de l'entreprise, pour essayer de changer le prisme, le regard sur cette population, sur la diversité et l'inclusion dans l'entreprise, à l'école, dans ces endroits où il y a, qui sont des lieux sociaux, enfin de sociabilisation. Le troisième axe, c'est d'avoir des débats, d'avoir des ateliers de sensibilisation, des rendez-vous en one-to-one, des interviews en one-to-one sur des questions autour du féminin, comme le leadership au féminin, la transmission, etc., mais aussi le book club. Et le book club, en fait, c'est une parenthèse littéraire où on va aborder, où on va rentrer en contact, en fait, avec des écrivaines de la diversité. Évidemment, c'est en lien avec l'objet de l'association, et où on va aborder des questions qui concernent les femmes, la diversité. Donc, je limite le live à une dizaine de personnes pour faciliter les interactions et pour donner l'opportunité à chacune d'échanger avec l'écrivaine. Alors, ce mois-ci, j'ai le grand plaisir d'accueillir Latifa Chaye, qui est en plus rhône-alpine comme moi. Latifa, avec ton premier livre, Sois une femme, ma fille, donc tu es consultante, successivement mère adjointe chargée de la jeunesse, la culture et le patrimoine, et aussi conseillère municipale depuis 2014. Tu signes ton premier livre autobiographique avec Sois une femme, ma fille. Et en fait, dans ce titre, évidemment, ce titre nous rappelle le fameux poème de Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon fils. Mais en réalité, c'est une injonction de ton père dans les premières scènes du livre où tu découvres la scène tragique qui voit ta mère souffrante avec le cortège médical. Alors, c'est comme si, quelque part, ton père te rappelait à ta force intrinsèque, à cette puissance d'être femme, de sortir de cette enfance peut-être ingénue pour t'aider à affronter l'épreuve qui t'attend. Alors, les premières pages soulignent aussi la puissance du lien familial que tu as avec ta famille. Et j'aimerais qu'on puisse revenir sur la genèse en fait, de ce livre. Qu'est-ce qui t'a véritablement poussé à écrire ce livre et dans quel contexte tu l'as écrit? Merci Leïla, et je veux vraiment remercier toutes les personnes qui sont, les lectrices notamment, qui sont présentes pour ce book club. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi. Comme je le disais tout à l'heure en aparté, et pour rentrer directement dans le vif du sujet, pour qu'on puisse vraiment s'exprimer toutes et avoir un temps d'échange fructueux. Mon livre s'est écrit en 2 temps. La première partie, c'est vraiment écrite quasiment au lendemain des élections législatives, après plus d'une décennie d'engagement politique et de vie publique, et après une campagne particulièrement douloureuse, parce que chargée de plein de choses que je n'arrivais pas forcément à identifier et à comprendre sur l'instant. Et j'ai ressenti le besoin de prendre du recul par rapport à ce qui m'était arrivé. Donc, immédiatement après les élections législatives, j'ai décidé de commencer à coucher sur écrit ce qui m'était arrivé, notamment pendant cette période-là de la campagne des législatives, mais finalement sur toute la période où j'avais été élue et personne publique aussi. Et une fois que j'avais fait cet exercice pour moi, un jour, je me suis retrouvée dans mon salon avec un ami. On était en train de discuter. Et pour vous le montrer, hein, parce que voilà, ça ressemble à ça au départ, les 400 pages d'anecdotes de ce qui m'était arrivé en politique. Et je regardais un petit peu tout ce que j'avais vécu en essayant de comprendre ce qui m'était arrivé.
Et très spontanément, je l'ai regardé et je lui dis, mais finalement, la seule personne avec qui j'ai envie de parler de ces choses-là et de les raconter comme je les ai vécues, c'est ma mère. Et en fait, c'est là que soit une femme, ma fille, s'est imposée de lui-même et qu'en très, très peu de temps et en toute sincérité, en quelques semaines, 4 semaines d'écriture, en m'adressant à ma mère qui est avec nous aujourd'hui, j'ai décidé de transformer ce qui m'est arrivé en récit que je voulais lui adresser pour avoir un échange avec elle sur ce qui m'est arrivé. Et c'est comme ça que les 400 pages d'anecdotes politiques qui m'est arrivé se sont transformées en récit autobiographique que j'ai adressé à ma mère, la droite de mon cœur. Voilà. Ah, c'est magnifiquement dit. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou est-ce que j'enchaîne sur la suivante? Non, vas-y, Leïla, vas-y. J'aurais des questions, mais vas-y, enchaîne sur la deuxième. Eh bien, on se rend compte, en fait, dès les premières pages, qu'il y a... on revient un petit peu, j'ai envie de revenir un petit peu sur la famille. Non, pardon, sur les premières pages, en fait, on voit qu'il y a des anecdotes fondatrices où tu as été victime, en fait, de remarques blessantes, racistes, dans un espace républicain que tu respectes plus que tout, et on le sent au fil de ton récit, c'est l'école. Alors, est-ce que tu penses que ces épisodes ont été structurants pour ton engagement politique et ont forgé en quelque sorte ta résilience politique? Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est un peu le parcours du combattant, ce que tu vis, comment tu t'engages en politique, les coups bas que tu as subis, etc. Et est-ce que pour toi, combattre les injustices, œuvrer pour plus d'égalité, c'est quelque chose qui a été structurant dans tes combats politiques? Et est-ce que ton livre n'est pas aussi une ébauche d'un programme politique? Très intéressant. La première question, c'est aussi la question que m'ont posée les élèves de première que j'ai rencontrés hier dans un établissement scolaire de mon département et qui ont étudié sur cette année scolaire mon livre en classe de sciences économiques et sociales. Et donc, il y avait 3 enseignants et 5 classes qui, justement, s'étaient énormément attardés sur ce premier événement, cette première fois où j'ai fait la connaissance, malgré moi et très jeune, avec le racisme. Et comme tu l'as très bien souligné, dans un lieu qui pourtant se doit de protéger les élèves qu'elle prétend élever à ce moment-là et instruire. Et je pense que c'est très clairement quelque chose qui a non seulement marqué mon engagement, mais qui m'a aussi poussée très jeune à une certaine maturité sur les questions d'identité, sur les questions de justice. Et étant déjà baignée dans un environnement familial qui était sensible à ces questions-là, avec mon père et ma mère, on a toujours été habitués à commenter l'actualité politique, l'actualité des pays de la France et du Maroc dont ils sont originaires. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, la voix du collectif s'est imposée à moi et elle a pris la forme de l'engagement politique. Je sais qu'on a une conseillère municipale aussi dans ce book club. Et très clairement, cette rencontre précoce avec le racisme, elle m'a obligée à me poser des questions. Et les réponses, je les ai trouvées à travers du militantisme. Donc très clairement, pour te répondre, c'est un grand oui. C'est ce qui m'a poussée à me poser des questions, à vouloir y répondre et à faire en sorte aussi que les générations qui arrivent demain ne soient pas confrontées à ce problème-là. Ou en tout cas, à la limiter autant que faire se peut. Et sur ta deuxième question, Leïla, est-ce que ce n'est pas une ébauche d'un parti, d'un programme politique? Ça, je ne sais pas. Certains peut-être le lisent aussi comme ça. Et ça n'est peut-être pas complètement le fruit du hasard si aujourd'hui, à quelques-uns, nous avons décidé de créer un nouveau parti politique et qui, je pense, me ressemble davantage par rapport aux valeurs qu'il souhaite défendre, notamment sur la question de l'égalité, de l'éducation à la citoyenneté, des droits des femmes notamment aussi. Donc, je pense que voilà, le livre suit son chemin et que on voit un chemin tracé sur ces questions-là qui est effectivement évident. Est-ce que je peux prendre juste la parole? Je ne sais pas s'il n'y a pas trop de bruit autour de moi. Latifa, je rebondis sur ça, effectivement, je suis conseillère municipale, je fais partie du Parti communiste, qui ressemble quand même dans les grandes lignes au Parti socialiste. La seule chose une question que je voulais te poser,
C'est parce qu'en fait, là, les problèmes que tu as eus, c'est pas tant avec les valeurs du parti où tu te reconnais complètement, mais plutôt dans les hommes et les femmes qui, on va dire, qui en font pas l'honneur dans leur pratique. En fait, ça reste des êtres humains des êtres humains avec leurs défauts. Et la seule chose que je te dirais, c'est est-ce que même en refondant un autre parti, tu ne risques pas d'être confronté à nouveau avec ce même genre de problème, avec des gens qui sont plutôt dans la recherche un peu orgueilleuse de pas forcément dans les valeurs d'un parti, mais plutôt dans l'orgueil. Je sais pas, parce que pour moi, ces histoires de racisme et tout ça, c'est vrai, hein, mais de toute façon, avant toute chose, c'est aussi des gens qui voulaient passer devant toi parce que tu leur faisais un peu d'ombre et ils voulaient pas que tu prennes leur place. En tout cas, ce qui est clair par rapport à ta remarque, Sophia, sur la question des valeurs, je n'ai pas quitté le Parti socialiste à cause des valeurs dans lesquelles je ne me retrouvais plus. Mais c'est précisément parce que j'étais restée fidèle à mes valeurs que j'ai dû quitter à un moment donné le Parti socialiste. Par rapport à ce qu'il était devenu, par rapport à la vitrine qui est très belle et les cuisines qui sont dégueulasses. Et à un moment donné, quand on a envie de rester fidèle à soi-même, il faut savoir quitter l'environnement dans lequel on est. Et en l'occurrence, le parti politique dans lequel j'avais milité depuis plus d'une décennie, et pour lequel, dans ma famille, on a toujours quasiment tous voté. À un moment donné, il y a un décalage qui était tellement évident que continuer à militer dans ce parti, c'était tourner le dos à qui j'étais moi réellement. Et j'ai été déçue, j'ai pris mes responsabilités, je suis partie. J'ai décidé un temps de construire quelque chose qui me ressemblait à l'échelle locale, un collectif citoyen avec des hommes et des femmes qui étaient surtout intéressés par ce qui se passait dans leur ville, indépendamment de la couleur politique quand il y en avait. Et puis, j'ai fait la découverte d'Emmanuel Macron, quelqu'un qui sortait un petit peu de nulle part, qui avait un parcours complètement différent des autres. Et j'avais envie d'y croire, surtout dans le contexte dans lequel on était, où il n'y avait pas de candidat sérieux dans les autres grandes familles politiques qui me parlaient. Et j'ai eu envie de croire dans le discours qui était le sien, et j'avais comme une proximité avec lui dans la mesure où, dans l'âge, il avait l'âge de mon frère ou de ma sœur, et je me disais, bah, tiens, c'est quelqu'un qui comprend le monde dans lequel on vit. Et je me suis dit, on n'a jamais testé ça. Et donc, j'avais envie d'y croire et j'y ai donné toute l'énergie que vous pouvez imaginer. Et puis, quelques temps après, j'ai découvert que là aussi, il y avait une grosse imposture sur ce qui était prétendument porté par ce candidat. En tout cas, il ne le porte plus en tant que président de la République. La déception que j'ai rencontrée une première fois est revenue. Et alors que je me pensais être un peu plus éloignée des partis politiques, j'ai été rattrapée à l'issue de la sortie de mon livre par quelques personnes qui se voient aussi dans le parcours qui est le mien, qui comprennent la déception qui est la mienne par rapport à ce qui se passe autour de nous et qui pour autant partagent aussi mon optimisme. Alors voilà, ça fait partie de mon identité. Je suis terriblement optimiste, j'ai envie d'y croire et je me dis, bah, tiens, un parti politique qu'on crée de toutes pièces, mot par mot, virgule par virgule, valeur sur valeur. Je me dis que c'est peut-être porteur. En tout cas, j'y crois aujourd'hui. Si demain, ça doit changer, ça changera. Mais aujourd'hui, j'y crois profondément. En tout cas, une chose est sûre, juste pour revenir sur ton parti, enfin ton mouvement, enfin je ne sais pas si c'est un parti ou un mouvement, mais on sent qu'il y a quelque chose de très idéaliste, de très sincère dans ta manière d'aborder la politique. Et peut-être l'idéalisme, l'utopisme qui donne envie d'y croire, voilà, qui fait qu'on a envie de croire en la politique. Donc il y a quelque chose de très pur en fait dans cette manière d'aborder la politique, en tout cas parce que c'est motivé par des idéaux, par le bien commun, etc. Et ça on le sent beaucoup dans ton livre. Alors on ne va pas se cacher, moi j'ai un petit peu regardé. Je sais qu'il y a un événement ce soir avec le parti des Nouveaux Démocrates, je crois, les Nouveaux Démocrates. Et Europe Écologie Les Verts. Voilà. Et donc, ce soir, vous abordez la question de la diversité. C'est pour ça qu'en fait, ça m'intéressait. Est-ce que tu peux nous en parler? Puis après, je donnerai la parole à Malika. Très bien. Oui, effectivement, Leïla, je vois que tu suis l'actualité. Donc, effectivement, on a décidé sur la question notamment de la diversité et de la représentativité dans les partis politiques notamment. En tout cas, on m'a demandé de contribuer sur un séminaire qui aura lieu ce soir, qui est vraiment, pour le coup, à l'initiative d'Europe Écologie Les Verts.
Donc, ce n'est pas un événement qui est directement organisé par mon parti politique, donc les Nouveaux Démocrates, mais c'est par un autre parti qui, dont l'organisateur précisément, a lu mon livre. Et il a été quasiment, en reprenant tes phrases, bouleversé à la fois par le récit qui est le mien et l'expérience politique qui a été la mienne dans un parti politique ou de manière générale dans la vie publique. Et il voulait vraiment partir de mon expérience de vie pour qu'on puisse commencer à se poser certaines questions et voir comment construire des réponses adaptées à des carences que l'on constate, des absences aussi qui sont remarquées, et aussi un besoin d'identification de la part de certains de nos concitoyens sur lesquels on n'est pas aujourd'hui, en tout cas moi j'estime qu'on n'est pas satisfaisant en termes de représentativité. Ça peut être la représentativité de la diversité, des femmes sur des postes à responsabilité également, parce que même si la parité a permis une meilleure représentation des femmes dans l'espace public, on est encore très loin d'être dans quelque chose de conforme à ce qui se passe réellement. Mais aussi de représentativité par rapport aux minorités, diversité ethnique par exemple, mais aussi les personnes qui sont socialement éloignées des pôles de décision. Moi, je suis très attentive aussi à la diversité parmi ceux qui nous gouvernent ou qui nous représentent à l'Assemblée nationale, comme les ouvriers ou les salariés ou des corps professionnels qui ne sont pas aujourd'hui représentés, qui du coup ne se sentent pas concernés ou pas représentés par ce qui se passe. Et donc, c'est un petit peu tous ces sujets-là qu'on souhaite aborder ensemble, mettre dans le pot commun, même si on appartient à des partis politiques différents. Le constat étant le même, je pense qu'il est important de s'en saisir à plusieurs pour essayer de trouver des réponses, en tout cas des débuts de réponses qui pourraient nous permettre d'aller vers une meilleure démocratie, une meilleure représentativité. Et c'est aussi, et puis après je laisserai Malika poser sa question, mais c'est aussi les questions que m'ont posées les élèves hier, parce que précisément le cours c'était sur la sociologie, les parcours dits improbables. Et très souvent, cette question-là de représentation, mais vous n'étiez pas à votre place, mais vous l'avez quand même prise, on sentait beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements, beaucoup d'envie aussi. On dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, mais je pense que c'est aussi à nous de leur donner envie de s'y intéresser et aussi de leur donner la possibilité de s'identifier à des personnes qui leur ressemblent tout simplement. Voilà. Je pose ma question. Oui, bien sûr. Vas-y. Oui, merci beaucoup. En tout cas, moi, je me réjouis d'être là. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Donc, Latifa, on a eu l'occasion de se rencontrer. Leïla, j'ai vu un petit peu sur LinkedIn. Là, je viens de m'abonner à ta page Instagram. Donc, je suis ravie de voir tout ce travail. Bravo à toutes pour vos engagements de la politique à la société civile. Enfin, je crois que le monde de demain, le monde d'aujourd'hui déjà appartient aux femmes, et le monde de demain faudra qu'on s'ancrera et qu'on normalisera notre présence dans toutes les sphères de la société. Alors moi, l'ouvrage de Latifa, je l'ai, mais j'attends ma pause spirituelle qui débutera début Ramadan pour me plonger au cœur de la vie de Latifa, parce que toutes les personnes qui l'ont lu m'ont dit qu'il est bouleversant. Tout le monde utilise ce terme. Et étant donné que là, on est pris un petit peu à droite, à gauche par différents événements, je n'ai pas envie de le lire à l'arraché. Donc, j'attends le moment de ma vie où je me coupe de tout pour pouvoir me plonger dans la vie de Latifa et dans tout ce beau voyage qu'elle a effectué du monde de la politique à sa vie personnelle, familiale, enfin, tout ce qui relève de l'intime. Alors, ma question, c'était juste par rapport à ce parti politique donc, que tu dis que vous avez créé. Je me demandais est-ce qu'aujourd'hui, un parti politique en France, donc moi j'ai oublié de dire, je suis à Bruxelles, hein, donc je suis en Belgique, je me demandais si justement le combat contre l'islamophobie, mais vraiment l'islamophobie en tant que telle, pouvait être inscrit dans un programme politique, et si c'était le cas dans le parti politique que vous avez décidé de lancer. Je te pose la question étant donné toute la sensibilité de cette question, notamment les débats médiocres et nauséabonds auxquels on est en train de faire face aujourd'hui avec toutes les questions relatives à l'islamo-gauchisme et puis tout simplement la visibilité du voile dans l'espace public. Est-ce qu'aujourd'hui, un parti politique met les pieds dans le plat
peut mettre les pieds dans le plat, mais vraiment en disant nous luttons contre l'islamophobie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, ici à Bruxelles, au cœur de l'Europe, des institutions européennes, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a posé la question de l'islamophobie à l'agenda politique européen et qu'on combat ce phénomène. Et on a l'impression que la France est tellement en retard. Donc, je voulais savoir si vous alliez faire le pari. Ce n'est pas une question en lien avec ton ouvrage, mais comme tu disais et que tu annonçais ce parti politique, je me demandais si… Mais c'est une question qui est extrêmement pertinente, Malika. On a déjà eu quelques échanges par rapport à ça. Et ton ouvrage vers un féminisme musulman et pourquoi pas est aussi un ouvrage sur lequel, enfin dans lequel en tout cas moi j'aime retourner parce que c'est un livre qu'on lit évidemment une première fois, mais qui nous accompagne aussi en tout cas moi personnellement, qui m'accompagne dans mon parcours aussi de femme politique et pour le coup de femme musulmane également. Parce que c'est un livre qui est très précieux dans lequel il y a énormément d'informations et elle met autour de la table, elle convoque énormément de sages, de savants sur ces questions-là. Et ça fait plaisir d'avoir cette bouffée d'oxygène intellectuel quand on voit, quand on lit, quand on écoute ce qui se passe, notamment autour de la question du voile, mais de l'islam de manière générale. C'est à la fois très inquiétant et préoccupant et en même temps… je pense que c'est aussi lié au contexte dans lequel on est, un contexte qui est à l'approche d'une élection présidentielle majeure. Et malheureusement, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que chaque fois qu'une élection présidentielle approche, sur la dernière année avant l'élection, on voit que le président ou la présidente en poste ou les candidats en poste commencent à s'activer sur ces questions-là parce que c'est une façon d'aller grappiller quelques voix au Front National et à la famille des Le Pen. Donc, pour te répondre très clairement et sans détour, Malika, nous, sur la question de l'islamophobie, on est clair. Moi, ça fait partie des choses que je condamne aussi dans mon livre. Je ne peux pas accepter, sous couvert de féminisme, par exemple, qu'on aille imposer à une femme de porter ou de ne pas porter ou de retirer, par exemple, son foulard ou d'aller critiquer la taille de son décolleté ou de la jupe qu'elle porte. Donc, très clairement… je suis aussi militante d'un féminisme et d'un véritable féminisme, c'est-à-dire d'un féminisme qui respecte 100% la vie des femmes, même si cet avis, ce n'est pas le mien. Et je pense que c'est quand on sera complètement authentique sur ces questions-là qu'on pourra commencer à inscrire la fraternité dans la réalité de nos actions, et notamment dans la réalité de nos actions politiques. Et je pense que pour le coup, par rapport aux différents partis qui peuvent exister, ou des personnalités même, ou même ceux qui nous gouvernent, on est considéré dans ma famille politique comme des islamo-gauchistes parce que très régulièrement, on monte au créneau sur ces questions-là et qu'on les condamne avec la plus grande fermeté. Donc, quand on parle de démocratie, parce que c'est vraiment pour le coup l'ADN de notre parti politique, la démocratie, le respect, eh bien, systématiquement, on est taxé d'islamo-gauchiste, on est harcelé par des trolls, notamment sur Twitter. Et très régulièrement, d'ailleurs, l'un de nos coprésidents, donc Aurélien Taché, et voilà, très, très régulièrement, il est épinglé sur ces questions-là parce qu'il a la sincérité de dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Il y a de l'islamophobie aujourd'hui en France. On ne peut pas dire que la France est islamophobe. Néanmoins, ce phénomène existe, des personnes en souffrent, on le sait. On pourrait en parler, je pense, chacune dans vos entourages respectifs, des expériences liées à ce racisme-là spécifique existent. Et certains voudraient nous détourner de ce problème-là en faisant un problème sémantique. Or, c'est quelque chose de réel qui existe et qui doit être combattu avec la plus grande fermeté. Donc, très clairement, nous, on s'inscrit dans cette démarche-là et on assume complètement nos propos parce que ça ne peut plus continuer comme ça, tout simplement. Merci pour cette clarification, Latifa. Moi, ce que j'ai trouvé dans ton livre, juste pour rester dans le volet religieux ou spirituel, j'ai trouvé que dans ton livre, il y avait une dimension de parcours initiatique où, en fait, on a l'impression que tu puises en toi. Ça me rappelle vraiment, en fait, le poème de Rudyard Kipling, où là, tu vas aller puiser dans tes ressources qui sont ta famille, qui sont aussi ton rapport au divin. Lorsque tu t'insurges contre Dieu parce qu'effectivement, il te retire ce que tu as de plus précieux, c'est-à-dire le lien que tu as avec ta mère, mais tu t'en sors bien parce que je trouve que c'est magnifiquement bien dit, c'est que tu uses de stratagèmes pour retisser les liens avec ta maman. Il y a l'anecdote de
de la douche, par exemple, qui est, sans vouloir spoiler, mais que j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette, comment tu arrives à la rattraper, à retisser ce lien-là quand tu vous préparez à manger ensemble. Eh bien, je trouve que, oui, on sent qu'il y a vraiment un questionnement aussi sur ta place dans le monde, ta place, ton lien avec le divin. Bon, c'est quelque chose qui est sain, je pense, parce que dès lors qu'on est croyant, on ne peut qu'accepter que tout vient de Dieu, c'est-à-dire qu'on se soumet finalement à sa volonté. Et je trouve que c'est bien de le dire. C'est aussi bien de dire qu'on appartient à cette tradition, que l'islam se vit sous de différentes formes, qu'il y a autant d'islam que de musulmans sur Terre. Et je trouve que c'est bien aussi de le dire, de l'écrire et de l'assumer, en fait. Oui, effectivement, Leïla. C'était important de faire aussi, on va dire, dans l'authenticité de ma confidence, et forcément en parlant de soi et de ce qu'on en ressent au plus profond de soi-même, c'était une évidence aussi à un moment donné de parler de ma spiritualité, de ma foi et de mon attachement à l'islam. Et ce qui est marrant, en fait, en réalité, il y a eu des réactions par rapport à ça, notamment de personnes publiques qui me disaient, mais comment ça se fait que tu assumes avec autant de facilité ta religion alors que c'est plutôt des choses que l'on cache, et notamment avec l'islam où la tendance est plutôt d'essayer d'être discret. D'ailleurs, le livre de Faiz Aguel sur la discrétion est très, très intéressant de ce point de vue-là à lire aussi. Et en réalité, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se rappeler qu'on est dans une démocratie, qu'on est dans un pays libre et que les lois de ce pays nous permettent d'être croyants et d'exprimer notre foi comme on l'entend, dès lors qu'elle ne vient pas perturber l'ordre public. Et ça, c'est le cas dans l'extrême majorité des musulmans, des concitoyens français de confession musulmane. C'est le cas aussi en Belgique. Et donc, à partir de là, en réalité, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Et on doit aussi pouvoir en France s'exprimer sur ces questions-là sans avoir à s'inquiéter. Ceux qui veulent rendre la foi, l'enfermer dans la sphère privée, par exemple, et strictement dans la sphère privée, sont des personnes qui vont aussi contribuer à la division et l'incompréhension de nos différentes sensibilités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient spirituelles, culturelles ou autres. Et donc, pour moi, à un moment donné, c'est arrivé dans mon livre, dans la mesure où je me confiais à ma mère et que j'ai moi-même un rapport à la spiritualité qui m'est propre. Et j'ai voulu aussi le faire complètement parce que je pense que, par exemple, pour des personnes qui, pour le coup, ont témoigné, qui sont athées ou agnostiques et qui ne savaient pas, concrètement, c'est quoi être musulman en France en 2021, et bien, en fait, c'est tout simple. Ce n'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire, si ce n'est dans le lien que l'on a directement avec l'Éternel ou avec le Seigneur, en fait. Et c'est aussi montrer cette simplicité dans le quotidien et de faire tomber un certain nombre d'idées reçues sur le rapport que pourraient avoir les musulmans avec leur foi ou avec la République. Et on se rend bien compte dans mon récit et je le dis d'ailleurs, je le disais à ma mère dans mon récit, la spiritualité, c'est un des piliers sur lequel je me repose, comme la laïcité l'est aussi. Donc, on voit à quel point non seulement c'est compatible, mais ça permet complètement de dépasser certaines réactions, notamment islamophobes, que l'on peut constater, ou même pire encore, de la part de certains obscurantistes qui cherchent à dévoyer une religion, une spiritualité qui est quand même aujourd'hui partagée par plusieurs millions de personnes en France et même presque 2 milliards de personnes à l'échelle mondiale. Donc, ça veut dire quand même quelque chose aussi sur le message de paix et d'amour qui transcende cette foi. Et en parlant de moi dans un exercice de confidence, ça me paraissait inévitable, mais je n'ai pas cherché à le faire spécifiquement, ni même à parler d'islam. C'est arrivé parce que justement, je m'adressais à ma mère et que ça s'inscrivait dans une confidence qui lui était adressée. Est-ce que Sarah ou Nathalie, vous voulez poser des questions? Alors. Audio. Oui. Je peux commencer? Vous m'entendez? Oui. Oui.
Bon, bonjour à toutes. Moi aussi, je suis extrêmement ravie d'être là et de faire votre connaissance et de participer à cette richesse d'échanges. Moi, je suis de Grenoble. Donc, dans le livre, on parle pas mal de Grenoble et de sa pseudo-dangerosité. J'ai découvert ton livre, Latifa, grâce à Leïla, parce que j'ai fait un financement participatif pour femmes et diversité, d'accord? Ça me tient énormément à cœur. Moi, ma mère est d'origine algérienne et mon père d'origine marocaine. Et je travaille dans le secteur bancaire, donc je me suis beaucoup retrouvée dans ton livre. Ouais. Aussi malheureusement, parce que moi, mon papa, je l'ai perdu, il était malade d'Alzheimer en 95. Et on a découvert sa maladie en 88. Donc, ça a beaucoup résonné. Et puis également, l'épisode de à l'école étant petite, je l'ai vécu également, et par les gamins et par les instituteurs. Donc, c'est déplorable, mais c'est comme ça. J'ai 48 ans. Donc, c'était dans les années 80. Ton livre m'a beaucoup impressionnée, Latifa, et puis il a été bouleversant aussi. Enfin, je me retrouve énormément et je retrouve énormément les échanges qui ont été partagés aujourd'hui dans tout ce qui a été dit. Et moi, ce qui m'a bouleversée aussi, c'est si jeune mener ce combat politique, à 23 ans, démarrer dans la politique, ça m'impressionne. Il y a ça qui m'a interpellée. Et puis, où tu as trouvé cette force pour endurer tout ce que tu as enduré, quoi. Parce que quelle femme, c'est incroyable. Ça, je veux dire, on a toute cette force en nous, mais moi, ce parcours-là, je l'ai vécu dans mon parcours professionnel, parce que le monde bancaire, c'est un peu le monde politique, et c'est très difficile à évoluer quand on est d'origine maghrébine. Moi, j'ai fait le choix, après, c'est mon choix, il m'appartient, j'ai francisé mon nom, parce que ça a été compliqué dans mon parcours professionnel d'évoluer. Mon prénom d'origine, c'est Najet, et je m'appelle Najet dans mon milieu privé et Sarah dans mon milieu professionnel. Mais j'ai fait ce parti pris. Mais il n'empêche que je me suis cognée plein de fois au plafond de verre, et quand j'étais en évolution, on a tout fait pour me savonner la planche. Donc, je m'y reconnais énormément. Mais moi, j'ai jeté l'éponge. Et ce qui m'a impressionnée, je me suis dit, où as-tu trouvé toute cette force, Latifa, de continuer aussi? Et tu inspires aussi, tu es inspirante, parce que pendant longtemps, je me posais la question du combat politique, et aujourd'hui, je l'avais complètement mis de côté, et ça a réouvert l'horizon là-dessus, me concernant. Et je pense que s'il y a des femmes dans ma démarche qui ont plus ou moins abandonné cette option, peut-être avec ton livre, que je vais partager grandement, ça peut réouvrir des horizons où on se disait, mais de toute façon, par rapport à l'islamophobie, l'islamo-gauchisme, à toutes ces choses qu'on entend parler en France, où moi, ça commence à me saouler, j'en ai vraiment marre. Enfin, moi, en 99, j'ai fait le parti pris de partir en Angleterre, parce que j'étais en reconversion professionnelle et j'avais besoin de perfectionner mon anglais. Je divorçais, j'avais laissé mon petit garçon à ma mère de 4 ans et je suis partie 3 mois en Angleterre à apprendre l'anglais. Et c'était toute l'affaire du voile en France. J'arrive à Londres, je rentre dans une banque pour changer mes francs. À l'accueil, c'est un gars en turban qui m'accueille, un sikh. Je lui demande pour changer l'argent. Il me dit qu'il faut aller dans le guichet à côté. C'était une femme qui était voilée. Je sors dans la rue, il y avait un mec en costume 3 pièces avec une crête et des piercings sur le nez. Je lui dis, mais en France, on est en retard sur tout. Et c'était en 99. Ouais. Et je me dis, mais quand est-ce que ça va évoluer au niveau des mentalités? Il faut y arrêter avec toutes ces conneries. Mais où tu trouves ta force, Latifa? Parce que c'est incroyable. Merci beaucoup, Sarah, pour ton témoignage. C'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette diversité de parcours autour de cette table virtuelle. C'est hyper intéressant. Et Sarah, ton témoignage, il est aussi... moi, ça me conforte dans l'orientation que j'ai décidé de prendre à un moment donné, parce qu'on arrivait à prendre des décisions aussi fortes que celles que toi, tu as prises à un moment donné. C'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui dysfonctionnent dans notre pays. Et ça n'est pas... Et c'est l'une des raisons de mon acharnement quasiment, parce que certains ont employé ce terme dans leur retour de lecture, c'est parce que je n'ai pas envie de laisser ce monde comme ça à mes enfants demain ou à mes neveux, à mes nièces dès aujourd'hui. Et quoi qu'on en dise de la politique,
qu'on soit de telle ou telle couleur politique. Ce n'est pas Sophia qui dira l'inverse. Si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéresse à vous à chaque étape de votre vie. Et en réalité, c'est simplement que je n'ai pas envie de laisser ma voix et qu'elle soit, on va dire, phagocytée par des personnes qui sont déjà bien servies dans la vie de tous les jours. Et alors qu'il y a des enjeux très forts aujourd'hui et que je pense que en réalisant ce qu'on est en train de faire, Leïla le fait avec Femmes et Diversité, d'autres personnes se mobilisent, Malika aussi en tant que sociologue et autrice, Nathalie dans le cadre des associations aussi qu'elle porte sur son territoire, toi-même dans ton activité de tous les jours, je pense qu'on est porteuse précisément de ce changement-là à nos échelles, avec nos moyens, et c'est dans cette diversité d'actions qu'on réussit à faire bouger les lignes. Et moi, précisément, je pense que je regarde ma mère pour le coup quand je parle de motivation, parce que c'est elle mon premier modèle de féminisme, et c'est mon père mon premier modèle d'engagement et de pugnacité sur des sujets notamment liés à l'égalité et à la justice. Donc forcément, à un moment donné, quand on baigne dans un environnement privilégié comme le mien, je dis privilégié au sens de l'amour, au sens de l'attention, au sens de l'éducation, parce qu'on a manqué de beaucoup de choses. On a connu des périodes de pauvreté, on a connu des périodes de chômage pour mon père. Ça a été dur, parfois matériellement, mais je m'estime privilégiée, je sais que je le suis, grâce à tout l'amour qu'ils nous ont donné, l'attention dans laquelle on a grandi. Et à partir du moment où j'ai la chance d'avoir des piliers comme ça dans ma famille, dans ma vie, et ben ça m'encourage demain à faire ma part du chemin pour que mes neveux, mes nièces portent d'autres choses plus tard. Et je pense que c'est vraiment dans cette transmission, cette transmission de relais qu'on peut commencer petit à petit à construire une société qui nous ressemble un peu plus, qui est un peu plus égalitaire, un peu plus juste. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en m'adressant à ma mère dans mon livre, j'essaie aussi de sensibiliser le grand public à ces questions-là de maladies neurodégénératives, neuroévolutives. Je faisais il n'y a pas longtemps une chronique sur les antennes de la radio France Maghreb, précisément sur ces questions-là aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous, par exemple, sur les maladies neurodégénératives, notamment dans les milieux maghrébins ou d'origine maghrébine. Et je pense que c'est extrêmement important aussi de regarder ces choses-là, de voir là où ça blesse un petit peu, pour essayer d'apporter une autre grille de lecture, de se dire qu'on n'est pas seul. Enfin, moi, je suis assez impressionnée de voir qu'on est toutes concernées dans nos entourages respectifs par des personnes qui, à un moment donné, ont été en contact avec une maladie et qui, peut-être, à un moment donné aussi, comme je l'ai été moi-même, se sont senties seules et qui ne savaient pas vers qui se tourner, ou parfois maladroitement vers le Seigneur en disant « Mais pourquoi tu nous fais subir ça ?» Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fin, beaucoup plus... voilà, ça nous dépasse de beaucoup de choses. Et en même temps, on est... moi, quand je discute avec vous, forcément, je me sens moins seule. Et aussi, un des sujets, moi, qui me tiennent à cœur avec les retours que j'ai aujourd'hui, c'est aussi de permettre à des personnes de voir que ces personnes qui se sentaient isolées ne le sont moins aujourd'hui, parce qu'elles ont aussi reconnu certaines choses dans mon parcours qui est venu parler à des moments de leur propre vie. Et c'est ça qui est important, et c'est ça aussi qui me donne de la force pour continuer ces combats. On est plusieurs à les mener, et vraiment là, autour de la table, on les mène, ces combats, toutes à notre manière, et c'est ça qui est vraiment encourageant en réalité. Parce que tu parles de mon courage, mais je parle du tien aussi. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important dont on doit prendre conscience, on va dire, collectivement. Tu veux poser une question, Nathalie? Je te donne la parole. Alors, c'est pas une question, mais donc c'est la première fois que j'assiste à ce club. J'ai beaucoup échangé avec Latifa, donc j'ai fait une formation d'un formateur Steve Abdelkarim, et j'ai vu un post de Latifa qui indiquait qu'il avait gravi sa montagne, qui avait écrit un livre. Et du coup, j'ai dit, bon, je m'intéresse, j'ai regardé le livre, j'ai acheté le livre, j'ai lu le livre et j'ai pleuré. J'ai pleuré sur la page où ton papa te dit, alors je crois qu'il te le dit en arabe, il me semble, mais tu le traduis, je le savais ou c'était gagné d'avance. Voilà, ouais, sans vouloir trop en dire sur le livre. Donc, alors moi, je ne peux pas me retrouver dans tout ça. Bon,
vous voyez bien, je ne suis pas de confession musulmane, mais je trouve qu'il est grave à l'heure actuelle d'entendre tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui se passe. Et donc, moi, j'ai 2 associations et j'essaye à travers... Alors, c'est 2 associations qui n'ont pas de rapport à le féminisme ou la religion ou quoi que ce soit, mais si vous voulez, en fait, en même temps, par le biais de ces associations-là, j'essaie de passer un message d'amour, de paix, de diversité, de... Voilà, moi, j'ai beaucoup écouté les médias quand j'étais plus jeune. Et pour être très, très honnête, j'ai failli faire l'amalgame un jour parce que j'ai eu aussi des mauvais, voilà, dans le parcours au lycée, surtout, voilà, des mauvaises rencontres, si je peux le dire comme ça. Mais je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas faire l'amalgame et que tout le monde n'était pas pareil et que voilà. Donc, du coup, tout ça, je trouve ça magnifique et du coup, c'est ce qui fait que j'ai envie de m'investir avec des femmes qui veulent aussi, prôner ce mélange, cette égalité. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà, Latifa, voilà, moi, franchement, il faut changer les choses et je pense que c'est en communiquant et voilà. Donc, voilà. Donc, je suis ravie d'être parmi vous et de vous écouter chacune. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pas de questions, mais je vous écoute et c'est très, très enrichissant et vraiment merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Nathalie, de participer à ce book club et de nous faire ton retour d'expérience. Effectivement, je pense qu'on est toutes touchées à notre manière par rapport à sa propre histoire personnelle. Mais il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ce livre. Bien sûr, c'est une ascension politique, c'est cette question d'engagement, c'est aussi la famille comme ressource, comme puits d'énergie. Et aussi, et surtout, le lien qu'on a avec la mère, quel genre de transmission, enfin, la question de la transmission est évoquée. Et je trouve que le fil rouge du livre, c'est vraiment le lien que tu as avec ta maman. Tu reviens assez régulièrement comme un mantra pour interroger ta mère sur ce qu'elle pense de tes choix politiques, de tes choix personnels au fil du livre. Et en fait, la vraie histoire de ce livre, c'est en fait le lien fort que tu as avec ta maman. Parce qu'elle est très présente. Alors, tu dis voilà, ces interrogations, elles rythment le livre véritablement. Et en fait, ça nous rappelle une mère qui est absente à cause de la maladie, mais très présente par son amour, qui est très présent au fil du livre. On voit que le lien est indéfectible finalement. Est-ce que c'est un choix évident pour toi de ponctuer le livre de ces conversations intimes, personnelles, qui font entrevoir la fragilité, la sensibilité que tu as? Et c'est ça qui rend le livre finalement vraiment bouleversant. Et c'est comme si ta mère était un peu ta boussole. C'est celle qui te guide dans tes choix. Voilà, il y a quelque chose de très intuitif en fait dans l'échange que tu établis avec ta mère. Donc, est-ce que tu peux nous parler en fait de comment tout ça s'est mis en place en fait dans la structuration de ton récit? Oui, moi j'aime beaucoup le terme de c'est ta boussole. Quand je dis qu'elle est la droite de mon cœur, mon père est l'autre boussole, l'autre partie de la boussole aussi, il est la gauche de mon cœur. Et quand je dis que je suis privilégiée, je pense vraiment que le terme est faible par rapport à tout ce qu'ils nous ont apporté. Alors, je ne parle pas que de moi, mais je parle de l'ensemble de la fratrie parce que je sais que ça n'est pas forcément le cas dans toutes les familles. Et j'ai eu vraiment cette chance, moi, de grandir et de baigner dans une effusion d'amour depuis le jour où je suis née jusqu'à là, maintenant, dans cet échange que je partage avec vous. Vraiment, enfin, je reprends un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure sur les 2 temps qui m'ont permis de sortir soit une femme, ma fille, d'une tour HLM au 2e tour d'une élection nationale. C'était vraiment au lendemain de cette élection qui avait été un condensé de choses extrêmement difficiles et violentes, de me poser la question de me dire finalement, est-ce que c'est normal en France à l'époque en 2017, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui, est-ce que c'est normal en 2021 en France d'avoir autant de difficultés quand on veut faire de la politique, quand on est une femme, quand on est issu d'un quartier populaire, quand on est d'origine modeste,
avec des parents nés de l'autre côté de la Méditerranée et de confession musulmane ou avérée. Donc, cette question aussi, je me la pose moi en tant que militante, en tant que personne qui a toujours eu envie de changer les choses pour aller vers quelque chose justement de plus solidaire et de plus égalitaire. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'avais posé sur la table un petit peu tout ce qui m'était arrivé, parce que j'ai quand même l'habitude, hein, j'ai toujours un carnet à côté de moi et je note régulièrement tout ce qui m'arrive. C'est plus fort que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et ce qui m'a permis assez facilement de me rappeler de quelques événements qui m'étaient arrivés. Et d'ailleurs, vraiment, il y a beaucoup de phrases du livre de Malika Midi à l'intérieur, notamment sur les références sur féminisme et islam qui m'ont vraiment beaucoup apporté récemment. Et au fur et à mesure, en fait, une fois que tout ça avait été écrit, que j'avais posé tout ça sur la table, étant très, très proche de ma mère, comme vous avez pu le constater, et que j'ai compris que c'était avec elle que j'avais envie de discuter de ces choses-là, parce que c'est toujours été elle qui, avec mon père, pour le coup, vraiment les deux. C'est vrai que le livre s'adresse à ma mère, mais Sois une femme, ma fille, c'est quand même la phrase de mon père. Elle est là. Elle est le titre de mon livre, mais elle est aussi ce qui le conclut finalement. Et donc, et avec tous les deux, la boucle est bouclée quelque part. Et donc, c'était vraiment important pour moi de jouer le rôle pleinement, de jouer le jeu pleinement. Et j'ai un ami qui m'avait conseillé, quand j'étais encore à me poser des questions de savoir si ce livre, c'était pertinent de le rendre public ou pas. Je n'avais pas encore entamé la deuxième démarche, c'est-à-dire de le transformer en récit que j'adressais à ma mère. Et je lui dis, écoute, voilà l'idée que j'ai. C'est d'ailleurs Nadir Dendoun, hein, je pense que vous voyez qui il est. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute Nadir, j'aimerais vraiment m'adresser à ma mère, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et dans un échange très amical, il m'a dit, si tu veux que ça marche, il faut que tu le fasses sincèrement. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. À partir du moment où l'évidence était de m'adresser à elle, je suis rentrée dans sa chambre, je lui ai tenu la main. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ces petites phrases. Je mettais des annotations et en relisant quelques paragraphes que j'ai évidemment réécrits. Mais c'est vraiment comme ça que c'est venu en me disant, mais qu'est-ce qu'elle en aurait pensé à ce moment-là? Et je le note. J'ai dit, tant pis, je ne sais pas à quoi ça ressemblera. Je ne sais pas comment graphiquement dans le livre ça apparaîtra. Mais c'est comme ça que j'ai eu envie de conduire quelque part ce récit et de vraiment le faire pleinement. Et c'était pas forcément un pari qui était évident au départ. Je savais vraiment pas à quoi ça allait ressembler. Et puis, et quand j'avais terminé, que je lui avais raconté mon voyage militant, et ben, une fois que j'avais terminé ça, je me suis rendu compte que j'avais encore plein de choses à dire à ma mère. Et c'est là que le livre a pris un tournant beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, et que j'ai aussi ressenti le besoin de dire que tout ça n'avait été possible aussi que grâce à l'engagement de mes parents et à travers eux, de nos parents, de celles et ceux qui ont été capables à un moment donné de quitter leur pays de naissance pour venir reconstruire un pays qu'ils ne connaissaient pas, prendre le risque d'une nouvelle vie dans un pays, dans la langue, et leur était, en tout cas pour ma mère, étrangère, et de voir aussi ce qu'ils ont réussi à accomplir, parce que je suis aussi le résultat, et surtout le résultat de leur propre engagement, leur propre pugnacité et volonté. Et je trouve, et ça rejoint vraiment, Leïla, les travaux que tu fais à travers Femmes et Diversité, c'est aussi ce devoir de mémoire, parce qu'on a beaucoup de récits sociologiques sur les immigrations, mais on a encore trop peu de récits sur les histoires de ces immigrés-là et de ce qu'ils ont apporté et ce à quoi ils ont contribué. Et ils ont incontestablement contribué au destin national. Et c'était pour moi aussi important de le faire avec mes mots et de raconter avec mes mots ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, pour que moi, Latifa Sheh, la fille de Moumna, je puisse raconter leur histoire, la mienne, alors que ma mère n'a jamais mis les pieds dans une école. Et c'est vraiment, je pense que le moment aussi est venu de faire la lumière là sur ces récits de vie, parce qu'il n'y en a pas suffisamment, alors qu'il y a toute la place pour le faire. Donc c'est un peu comme ça que les choses se sont installées dans le temps. Ce n'était pas forcément réfléchi, mais au fur et à mesure, les choses se sont imposées quasiment d'elles-mêmes. Et je suis ravie de voir que ça parle, parce que je me souviens d'un échange complètement fou avec un éditeur qui m'avait dit c'est très touchant l'histoire avec votre mère, mais je ne suis pas sûre que ça intéresse. Et je ne suis pas sûre que les échanges
les interpellations que vous faites dans votre récit, ce soit quelque chose de pertinent. Et on n'était pas d'accord. J'ai écouté, j'ai respecté sa prise de position, mais comme je lui ai dit, mon récit, mon histoire de vie, elle est celle-là, et je ne veux pas uniquement m'exprimer sur ce que j'ai vécu en politique, parce que ce que j'ai vécu en politique, je l'ai aussi vécu avec ma famille, et c'est bien de la même histoire dont on parle, et pour lui, c'était deux histoires différentes, alors qu'en réalité, non, je ne me suis pas dédoublée dans des instants de ma vie, ça a toujours été en même temps, et ma famille, et mon engagement, et mes convictions, et c'est ce qui fait que je pense aujourd'hui, Soit une femme, ma fille fait autant écho à des personnes aussi très différentes. Il y en a qui vont plus l'aborder sous l'aspect social, d'autres plus sur l'aspect culturel ou même parfois spirituel. Et d'autres, ça va être beaucoup plus sur l'aspect justement le lien avec sa mère, avec sa famille et autres. Et ça offre une diversité de portes d'entrée qui est intéressante. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu viens de dire, c'est le fait que tu ne cloisonnes pas en fait les différents pans de ta vie et qu'on voit que comme tu es en politique, ton engagement politique est lié aussi aux valeurs que tu as, que tu puises en fait dans l'éducation que tu as eue, dans les valeurs dont tu as hérité de ta famille, mais aussi les valeurs spirituelles, etc., d'authenticité, etc. Donc, le fait d'être authentique, ça rend le récit beaucoup plus puissant à mon sens, puisque on sent qu'il n'y a pas que tu n'es pas d'une certaine manière en politique et complètement différente à la maison. On sent qu'il y a une certaine cohérence en fait d'attitude, et ça c'est hyper rafraîchissant en fait. Aujourd'hui, on a besoin d'authenticité, on a besoin d'avoir des personnes inspirantes, mais qui sont accessibles, qui restent authentiques et accessibles à tous, quoi. Merci. Je crois que Sophia doit partir. Alors, je pense je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on va pas tarder à conclure. Ah, alors, Malika, tu réactives ton micro? Oui, voilà. Moi, c'est vrai que la question que je me pose quand je vois le parcours vraiment de Latifa, qui est absolument à la fois fracassant et en même temps tellement... dont on peut tirer tellement d'enseignements, c'est comment est-ce qu'elle a fait pour ne jamais se perdre, quoi, finalement, dans ce monde, alors qu'elle aurait pu, son ego aurait pu être attiré par cette soif d'ambition politique, parce que je pense que Latifa, brillante comme elle est, aurait pu atteindre les summums du monde de la politique, et pourtant, elle a su garder une intégrité, une sensibilité, une authenticité qu'on ne retrouve plus dans le monde de la politique, ou même des personnes qu'on a pu croiser et qui ont même changé au cours de ce parcours. Donc moi, je ne connais pas Latifa, je ne connais pas Fatima avant l'ouvrage, mais de ce que je sens et je pressens d'elle pour l'avoir rencontrée physiquement, et de ce que je ressens, c'est qu'elle a gardé cette sincérité. Au-delà de la force, c'est une femme forte, elle le sait, mais c'est une force tranquille, c'est une force qui a gardé cette sensibilité, cette humilité. Voilà. Et comment? C'est quoi ton secret? Et finalement, on peut se demander si l'épreuve de la maladie de ta maman n'a pas été cette épreuve que Dieu a voulu pour toi, parce que Dieu ne nous éprouve jamais plus que ce qu'on ne peut supporter. Et est-ce que finalement, ça n'a pas été un rappel dans ce parcours, puisqu'il y a un sens dans toutes les épreuves? Enfin, je réfléchis et je parle. Hein, voilà. Mais c'est très clairement, je te remercie Malika. C'est vrai que Malika, on ne se connaissait pas, et c'est grâce à ce bouquin et quelques personnes qu'on avait en commun qu'on a pu aussi se découvrir et s'apprécier quasi instantanément, alors qu'on ne se connaissait pas et qu'on n'avait pas forcément vocation à se rencontrer à un moment donné. Moi, je suis très touchée par les témoignages que vous me faites, notamment sur celui de l'authenticité, de l'intégrité, parce que c'est clair, hein, c'est pas forcément évident. On le voit bien dans les sphères où le pouvoir est la règle. C'est pas forcément évident, et beaucoup ont par moments changé. Et moi, c'est vrai que je dois énormément à mon entourage familial, parce que si vous voulez, vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez avoir le vent en poupe à n'importe quel moment, porter des projets grandioses comme ce fut le cas pour moi. J'ai vraiment aussi, dans le cadre très égoïstement de la politique, mené des combats dont j'étais très, très fière et très heureuse. Mais quand je rentre à la maison et que je plonge mes yeux dans les yeux de ma mère, c'est retour à la case départ, quoi. Ouais.
je suis obligée de quelque part de me rappeler d'où ils sont partis pour que moi, je puisse m'épanouir dans ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est un rappel qui est à la fois précieux et qui m'accompagne évidemment tout le temps. Et c'est vrai que je le dis un petit peu dans mon livre quand je parle de mon coup de colère vis-à-vis du Seigneur, par exemple, et qu'en même temps, c'est plus tard que je comprends que dans chaque chose, il y a un enseignement à tirer. Et l'une des phrases aussi de ma mère, c'est que Dieu n'impose à chaque être que ce qu'il est capable de surmonter. Et c'est aussi dans le souvenir de toutes ces phrases qui peuvent paraître banales quand tout va bien. Et bien, quand il se passe un événement un peu marquant ou quand il y a à un moment donné une épreuve, eh bien, elles reviennent et on en comprend finalement tout le sens parce que c'est à appliquer à l'instant T à ce qui est en train de nous arriver. Donc, très clairement, la maladie de ma mère et ce qu'elle a impliqué de changement dans notre famille, c'est aussi une leçon d'humilité parce qu'on peut être aujourd'hui complètement dépendant à l'âge de 50 ans. On peut avoir été en forme et en excellente forme toute sa vie, avoir été une femme forte toute sa vie, avoir franchi non pas des montagnes, mais des chaînes de montagnes complètes. Et à un moment donné, arriver à l'âge de 50 ans, on est jeune, on a encore toute sa vie devant soi, et être complètement dépendant. Et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Une fois que la maladie est là, on en fait quoi? Est-ce qu'on passe son temps à pleurer? Est-ce qu'on déprime, comme ce fut le cas pour moi? Je le dis dans mon livre, à un moment donné, j'ai complètement fait un burn-out. Et qu'est-ce qu'on en fait finalement? Qu'est-ce qu'on en tire? Et qu'est-ce qu'il y a de positif aussi à regarder dans ce qui est en train de nous arriver? Et c'est la conclusion aussi que j'ai tirée à un moment donné à la fin de mon livre, c'est que même dans la maladie, ma mère continue à veiller sur nous et à nous élever. Et c'est ces enseignements-là qui restent, qui demeurent, et que demain, j'ai envie aussi de transmettre, si la possibilité m'est donnée, à mes enfants, si je décidais d'en avoir. Et d'ores et déjà à mes neveux et à mes nièces. Donc, tout ça, évidemment, est lié, mais c'est un long chemin, parce que même si je n'ai que 36 ans, ça a quand même pris un petit peu de temps avant que je puisse aussi mettre des mots sur ce que j'ai vécu, sur ce qu'on traverse, et de pouvoir en faire quelque chose de bien, de réconfortant. Enfin, moi, je suis la femme la plus heureuse du monde d'avoir ma mère à mes côtés et de pouvoir passer ce moment-là aussi avec elle, même si elle ne le verbalise pas. Sa présence, son amour et son éducation sont là et m'entourent à chaque instant. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a Sophia qui veut poser une question. Moi, je vais devoir partir, mais avant de partir, je voulais dire, en tout cas, merci pour ton livre qui redonne un peu de ces notes de... C'est l'honneur que mérite la politique, parce que c'est un engagement qui demande beaucoup d'altruisme, même s'il apporte aussi beaucoup d'épanouissement personnel. En tout cas, pour ma part, je comprends complètement ton engagement et l'envie de donner, voilà, j'allais dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais de dire que voilà, la politique, c'est pas toujours sale, même s'il y en a qui en montrent une mauvaise image. Ça reste des êtres humains, en fait. Voilà, je veux dire que ce soit au Parti socialiste, au parti truc bidule ou chouette, peu importe, dans telle ou telle religion. L'essentiel, c'est de rester bienveillant, de rester soi, authentique. Et ça, non, Malika, il y en a quand même beaucoup des gens comme ça dans la politique, sauf qu'on les voit pas toujours, parce que comme disait Latifa dans son livre, c'est des petites mains, c'est des gens qui sont dans la vie quotidienne, qui travaillent dans les centres sociaux, qui travaillent dans les mairies, qui sont des élus municipaux ou autres. Enfin, dans la vie quotidienne, des gens qui apportent beaucoup à la vie politique et à la vie citoyenne, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui apportent beaucoup de bienveillance. Ces gens-là, il faut les voir, il faut les entendre, et pas seulement ceux qu'on voit à la télé, en fait. Les grands pontes qui n'apportent pas forcément des bonnes images et qui ne nous ressemblent pas tant, finalement. Voilà, moi, je crois qu'on a tous intérêt à avoir cet engagement citoyen et à vouloir motiver autour de soi. L'engagement citoyen, c'est hyper important. Et puis, garder cette bienveillance, toujours. C'était tes racines, c'était ton tronc familial qui t'apportait ça, parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance autour de toi, donc tu en avais suffisamment dans ta vie personnelle pour pouvoir en redonner autour de toi. Et ça, c'est
C'est ce que je dis à Leïla toujours, c'est la lumière, c'est les petites étincelles qu'on laisse autour de nous. Et tant qu'on a cette énergie pour le faire, il faut le faire et jamais abandonner, même si parfois il y a des gens pas très jolis qui font des choses pas très jolies, alors peut-être qu'ils ont une histoire qui leur donne, qui les fait faire des choses pas très belles, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de garder toujours cette bienveillance et cette lumière. Je vous dis au revoir. Merci pour ce moment agréable ensemble et merci Latifa pour ta lumière. Merci beaucoup, Sophia. Alors, Latifa, on arrive au terme. Je te donne la parole avant de conclure. Je ne sais pas si tu veux conclure sur quelque chose en particulier. Si ce n'est sur l'énergie que vous venez de me transmettre et d'en remettre une couche en termes d'optimisme par rapport à ce qui nous attend demain. Je veux vous dire merci parce que vous êtes des femmes merveilleuses. Je sais que voilà, on a encore de belles choses à vivre ensemble parce que précisément, vous êtes des actrices incroyables et qu'on en a plein, on ne les connaît pas forcément, mais c'est hyper agréable de voir déjà le sommet de l'iceberg se dégager parce qu'on a de très, très beaux enjeux à porter pour les semaines, les mois, les années à venir et c'est aussi grâce à vous qu'on les réussira. Donc, merci beaucoup et merci pour vos retours très instructifs de mon livre. Merci Latifa Chaï pour ton merveilleux livre qui nous a touchés, bouleversés, inspirés. Je conseille ce livre à toutes les femmes, à tous les hommes, à toutes les mamans. Comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être un excellent livre, un excellent cadeau pour la fête des mères parce que c'est aussi un hommage aux mères, à l'amour inépuisable des mères. D'ailleurs, moi, j'avais noté une petite phrase que je voulais dire, qui m'a beaucoup touchée, que je ne connaissais pas et qui est « Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est le cœur d'une mère ». D'André Gretti. Et donc, cette phrase-là, je pense qu'elle résume assez bien l'amour qu'a une mère pour son enfant. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que lorsqu'un enfant reconnaît cet amour et le lui rend comme tu le rends aujourd'hui à ta mère. Alors moi, je vais mettre en pause maintenant l'enregistrement. Je vous remercie, mesdames, infiniment d'avoir participé. On devait être 13, on est 6. Mais moi, personnellement, j'ai passé un très, très beau moment avec vous. Merci, Latifa, d'avoir répondu présente à cet échange. Malika, Nathalie, Sarah. Et il y a Myriam qui vient de nous rejoindre. Mais bon, je crois que Myriam, elle s'est trompée sur l'horaire. Donc, Myriam devra regarder le live sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous le 27 mars prochain avec le livre de Hasna Haik, La Libre, que j'ai mis ici. Il y a des changements de lumière dans cet appartement. Je ne comprends pas. Voilà, qui est un très beau livre sur l'identité, sur un voyage intérieur aussi, sur les différentes composantes de notre identité. Et Hasna Haik nous fera l'honneur de sa présence aussi. Alors, merci mesdames, merci beaucoup pour tous ces échanges et je vous souhaite bon vent et j'essaierai de participer à l'événement de ce soir, Latifa. À très bientôt. Pardon, excusez-moi Leïla, désolée, mais c'était le réseau Internet en Algérie qui n'est pas très très bon et je m'en excuse. D'accord. On galère au Val d'Hydra, on galère et j'en suis vraiment sincèrement désolée. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, mais est-ce que vous voulez poser une ou deux questions? Parce qu'on a le temps, hein, de toute façon. Non, je vais plutôt très poliment regarder le recording et vous revenir. Je suis en tout cas, je suis sûre que c'était super, comme vous l'avez dit, ça dégage de l'énergie. Et de toute façon, nous les femmes, on n'a pas le choix que de s'entraider et de faire d'une façon ou d'une autre toutes ces courtes échelles. Donc, ouais. Je suis sincèrement désolée, on galère avec le réseau et je n'ai pas réussi à me connecter avant. Voilà, le fait là qu'ils nous ont recoupé toutes les choses là, hein, depuis quelques temps, on a du réseau qui est très perturbé ici avec les semaines. On apprend à vivre avec. Voilà, mais j'ai hâte de recevoir le recording et Laetitia, du coup, et Latifa, pardon, de lire votre livre. Avec plaisir. Si je peux me permettre, c'est hors du cadre du book club, mais étant moi-même algérienne et quand même très soucieuse de la situation de mon pays, si en une minute, vous pouviez nous expliquer un petit peu comment ça évolue. Je coupe l'enregistrement.